Salut à tous, c'est Amine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Aujourd'hui, notre défi le plus relevé sera de ne pas faire trop long, car nous allons évoquer pas moins de 11 équipes, à savoir les équipes de playoff qui ne sont pas dans le haut du tableau. Ceux qui se battent pour l'avantage du terrain, ceux qui veulent sortir du play-in et même certaines qui veulent s'assurer du play-in. Aujourd'hui dans le roster pour en parler, Tom. Tom, malheureusement, on parle pas des Grizzlies aujourd'hui. Bah, malheureusement ou heureusement, hein, Oui, on oui. sort d'un double tanking game head-to-head face à Portland. Donc, écoute, hein, pas grand-chose à dire, sur Memphis en ce moment. Donc, tant mieux qu'on n'en parle pas. Vaut mieux pour ma santé mentale. Et on a également Constant. Constant, j'ai envie de te dire, pour le coup, bonne nouvelle. On ne parle pas du Thunder aujourd'hui pour de bonnes raisons. Ouais, excellente nouvelle, comparé à l'an dernier où OKC était en plein dans ces conversations. OKC a sauté le groupe. Et puis je tiendrai à dire quand même très rapidement que cet épisode nous permet de voir le meilleur et le pire du play-in, c'est-à-dire le meilleur avec la conférence Ouest, puisque tu as envie de voir ces équipes s'affronter, et le pire parce que vous vous rendrez très vite compte sur les équipes de la conférence Ouest que l'on ne va pas citer la course pour la 9e et la 10e place, parce que c'est vraiment une course d'escargot, surtout la course pour la 10e place, donc vraiment on voit toutes les qualités et tous les défauts du play-in avec ces deux conférences. Oui, la conférence Est, hein, t'as dit la conférence Ouest la deuxième fois. Ah oui, mais pardon, tu voulais dire la ouais. conférence Est. Mais si on, si on pouvait faire Ouest et Ouest, moi perso, ça me dérangerait pas, hein, très honnêtement. Donc, Très bien. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un bilan par rapport aux attentes et de se mouiller en pronostiquant le classement final en fonction de l'état de forme et du calendrier. On vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité sur les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les réseaux. On se retrouve tout de suite après une petite pause. Alors, on va commencer avec la conférence Ouest, qui est plus intéressante. On va commencer tout de suite avec ça, justement, et avec les deux ogres qui sont actuellement à la lutte pour le play-in, mais qui connaissent de fortunes diverses. On va parler des Golden State Warriors, mais on va commencer avec les Lakers. Tom, les Lakers, ils sont quand même terriblement décevants cette année. 10e avec un bilan de 33-29. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui et non. C'est-à-dire que oui, oui et non dans le sens où c'est vrai que les voir entre guillemets à cette place-là au classement par rapport à ce qui était prévu en début d'année, c'est assez, on peut dire que c'est assez décevant. Mais globalement, quand tu vois le net rating global et quand tu vois par exemple le classement, en fait 10e n'est qu'une position. Alors c'est vrai qu'ils sont sur une belle série de victoires sur les derniers matchs avec quelques victoires signatures, notamment la victoire à New York, celle à Boston aussi. Il y a eu quelques défaites malencontreuses, mais c'est une équipe qui est arrivée, je pense, un peu en mode playoff. Et en fait, le truc avec ces Lakers-là, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus aucune marge. C'est ça la différence. C'est-à-dire que ils n'ont plus aucune marge et ils se retrouvent dans une situation où ils sont dans la peau du chasseur alors qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà allées dans leur sens. Si on comprend par exemple le temps de jeu et le nombre de minutes globales jouées cette saison par Anthony Davis et LeBron James, ils n'ont pas manqué beaucoup de matchs. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses dans la saison au niveau de leurs 5 majeurs. Là, ils semblent avoir retrouvé et récupéré une certaine stabilité. Et encore une fois, cette équipe des Lakers, sa bonne forme tient au niveau défensif globalement et surtout un shooting et une efficacité retrouvée par les joueurs sur le périmètre. À voir combien de temps ça va tenir. À voir combien de temps ça va tenir. Parce que bon, D'Angelo Russell, on sait que c'est pas le joueur le plus régulier. Et puis Austin Reeves a eu pas mal de hauts et bas dans sa saison. Donc, globalement, c'est une équipe qui a le vent en poupe, qui ne regarde que devant. Et je pense qu'il y a des équipes devant qui ont un peu peur et qui regardent dans le rétro. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui, compte tenu de la fortune qu'elle a eue avec notamment ses deux meilleurs joueurs, devrait être plus haut. Oui, Tom, tu nous as fait donc un bon résumé de ce qui se passe du côté des Lakers. Maintenant, on va essayer de pronostiquer un petit peu comment va se passer la fin de saison. Constant, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment la fin de saison des Lakers va se passer? moi, dans le classement, je les ai mis 10e. Déjà parce qu'ils sont pas loin d'être à la limite des équipes qu'on aurait pu traiter dans ce podcast-là, puisqu'il y a quand même il y a 3 défaites d'écart, il me semble, sur le 8e qui est Dallas. Golden State, ils ont une défaite de plus, pardon, que Golden State. Sur leur fin de saison, c'est comme l'a dit Tom, ils ont assez peu de marge d'erreur. Déjà, le prochain homestand là sur les 10 prochains jours va être crucial parce que ils reçoivent OKC. Bon,
Ils vont battre OKC parce que OKC c'est pas défendre le post-up d'Anthony Davis et n'arrive pas à attaquer sur ces Lakers. Mais ensuite ils reçoivent Sacramento, ils reçoivent Milwaukee, ils reçoivent Minnesota, ils se déplacent à Sacramento, ils reçoivent Golden State. Donc potentiellement la saison des Lakers peut prendre une tournure assez radicale en fonction des résultats qu'ils auront sur ce homestand. C'est-à-dire que s'ils battent ces équipes-là, allez, s'ils font, je sais pas, s'ils font 5-2 par exemple, ils sont complètement de retour dans la course parce qu'en plus ils battront des concurrents directs. Mais les défaites peuvent s'accumuler parce que c'est pas une équipe si forte que ça cette année. Tom en a un peu parlé, il y a la santé de LeBron et AD. LeBron et AD ont joué 400 minutes de plus cette année que l'an dernier. Alors qu'il reste 22 matchs du côté des Lakers, ils sont passés de 5.6 de net rating à 1.57 ensemble. C'est une équipe qui est en souffrance sur le backcourt défensivement lorsque D'Angelo Russell et Austin Reeves jouent ensemble puisqu'ils sont à 120 de defensive rating. Donc pour moi, il y a pas mal d'incertitudes sur ces Lakers parce que défensivement, ils souffrent de ce backcourt. Mais comme l'a dit Tom, pour moi, leur viabilité offensive dépend du rendement du backcourt. Donc il y a quelques belles victoires, il y a la victoire à Boston sans AD et sans LeBron, mais il y a des défaites assez sèches. Il y a la défaite à Denver, il y a la défaite à Golden State en retour de break, à Phoenix, la défaite à Denver cette nuit aussi, qui est dans un scénario assez similaire aux confrontations face aux Nuggets les précédentes années, on va dire, en tout cas depuis la finale de conférence. Et même au niveau des victoires, je trouve que Tom a parlé d'une dynamique positive. Ils battent les Clippers parce que LeBron prend un coup de chaud dans le quatrième quart. Washington, ils sont à pas grand chose de perdre face à une équipe qui perd tout en ce moment et ils doivent un peu leur salut à LeBron qui défensivement décide de se réveiller à Austin Reeves dans le quatrième quart. Donc moi je les classe 10e. Je pense que c'est une équipe qui a très peu de marge et qui ne peut pas compter, contrairement à l'an dernier, sur les ratings élites lorsque AD et LeBron sont sur le parquet ensemble. T'es d'accord avec ça, Tom? La 10e place? Assez d'accord avec ça, ouais. Moi, je les vois pas monter beaucoup plus. Surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment le stretch dont tu as parlé, là, juste après. Parce qu'ils enchaînent pas mal de matchs. Alors oui, ils ont perdu face à Denver. Heureusement, d'ailleurs, qu'ils ont battu les Clippers, hein, puisque là, sinon, on aurait été beaucoup plus négatif. Mais voilà, le stretch, là, il va être vraiment très difficile pour eux. Ils vont devoir enchaîner. Et sachant que, on sait pas, peut-être qu'il peut y avoir un potentiel relâchement avec le record de LeBron James, tout ça. Donc, je sais pas, je suis pas hyper positif, en tout cas sur ces Lakers, et je pense qu'ils devront absolument passer par le play-in sans avoir l'avantage du terrain. Ouais. Positif, on peut l'être un peu plus sur l'équipe qui est juste au-dessus, les Golden State Warriors, qui connaissent une bien meilleure dynamique depuis certaines modifications, notamment par Steve Kerr, et notamment l'évolution miraculeuse de Jonathan Kuminga. Constant, dis-moi, ces Warriors, qu'est-ce que t'en penses? C'est les changements de line-up et puis c'est surtout le retour de Draymond Green. Hein. On va pas se mentir, c'est le retour de Draymond Green qui fait que les Warriors sont à nouveau redevenus une défense élite. Eux, pour le coup, la dynamique est extrêmement positive puisqu'ils sont sur, je sais pas, 13 ou 14 victoires sur les 16 derniers matchs. En gros, il y a la défaite face aux Clippers et il y a la défaite, encore une fois, face à Denver. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui perdent contre les Nuggets depuis le retour du break. Ils laissent assez peu de miettes aux équipes d'en dessous, les Nuggets. Et oui, ils ont retrouvé un niveau défensif élite. Alors après, je mettrais deux petites réserves moi sur le niveau, enfin sur le niveau de ces Warriors. Il y a le retour de Chris Paul aussi de blessure qui leur fait un peu de bien, qui permet de leur soulager, notamment sur le playmaking. Justement, ma principale réserve, c'est que je trouve pas, on en avait parlé un petit peu sur le 4 quarts, je trouve que Stephen Curry est encore dans une période trouble, on va dire, notamment au niveau de son shooting. Je suis assez déçu, et ça on en parlera je pense en septembre, assez déçu par son rendement au playmaking que je trouve vraiment très faible. Déjà que c'était pas le meilleur playmaker de la Terre parce que voilà, il y avait Draymond, mais je trouve que cette année il se désintéresse pas mal du playmaking et ça me frustre un petit peu. Il y a Klay Thompson qui est en sortie de banc, qui lui cartonne hein, pour le coup, il a bien retrouvé une belle efficacité, une belle agressivité. Je pense qu'il y a eu un petit peu de remise en question du côté de Klay Thompson sur son niveau qui l'aide bien. Mais au niveau des victoires, des équipes qu'ils ont battues ces derniers temps, je resterai un petit peu sceptique parce que en gros, sur les quelques matchs, ils ont été battus Utah juste avant le break. Ils ont battu les Lakers, Charlotte, Washington, New York qui étaient dépeuplés et Toronto. Par exemple, leurs deux prochains matchs, alors vous aurez le résultat au moment où vous écouterez ce podcast, mais ils vont à Boston ce soir et ils reçoivent Milwaukee. Je serais curieux déjà de voir le niveau des Warriors face à ces deux équipes-là. Alors, on sait que contre Boston, c'est plutôt une match-up qui réussit bien aux Warriors, même cette année. Mais potentiellement. saison d'ailleurs. Oui,
Mais potentiellement, tu peux avoir 2 défaites supplémentaires assez logiques face à ces 2 équipes-là. Et déjà, 2 défaites supplémentaires, quand on a 2 de retard sur le 8e, ça peut potentiellement te reléguer un peu plus loin dans la course. Tom, tu les vois terminer à quelle place ces Warriors? Moi, je les vois terminer un petit peu plus haut. Je pense que je les vois terminer plutôt aux alentours de la 8e place. Ils vont le vent en poupe, cette équipe-là. Et en fait, moi, ce qui me... on en avait parlé, je crois que c'était juste à l'avant-dernier 4 quarts, enfin le dernier 4 quarts qu'on avait enregistré, par rapport au décès du coach, que potentiellement ça pouvait aller dans un sens ou dans un autre. Et là, bah, c'est plutôt aller du bon côté, en tout cas pour ces Warriors-là. C'est peut-être quelque chose qui a permis de fédérer, entre guillemets, le groupe, de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Et puis, globalement, t'as parlé du coup, Constant, de l'importance du retour de Draymond Green. Andrew Wiggins, qui a aussi récupéré un petit peu de niveau, même si bon, là, il s'est reblessé. Voilà, il est out pour raisons personnelles, familiales. Voilà, pour ses raisons personnelles, voilà, bon. Peut-être les choses de l'an dernier, on ne sait pas, on espère pour lui en tout cas que ça va aller. Mais globalement, là où la chose qu'il y a avec les Warriors et ce qui est encourageant et ce que n'ont pas du coup les Lakers, c'est le côté, il va potentiellement avoir du renfort avec du coup Wiggins qui va potentiellement revenir à un moment donné, Gary Payton aussi qui va peut-être revenir à un moment donné, et on a du coup des jeunes qui sont quand même mieux intégrés. On a vu Moses Moody récupérer le spot de starter pour jouer un petit peu et bien gêner et faire plutôt bonne impression, hein, comme quoi, faire plutôt bonne impression. C'est celui, enfin, il avait pas beaucoup gueulé par rapport à Kuminga, mais bon, il a pu se faire entendre et il peut avoir aussi quelques minutes. Donc, on a un côté vraiment, on va dire, on a plus l'impression avec ces Warriors que voilà, que tout le monde va dans le même objectif commun. Les vétérans jouent mieux, ce qui aide aussi les jeunes à jouer un petit peu plus libérés. Donc du coup, ça fonctionne assez bien et du coup, moi, je les mettrais au niveau de la 8e place. Entre Kuminga, Podziemski et Moody, cette fameuse double timeline qui paraissait très mauvaise pour les Warriors est peut-être en train de les sauver un petit peu. Constant, toi aussi, tu les vois autour de la 8e place à peu près? Ouais, moi je les mets même 7e. Je les mets même 7e au classement. Alors vous allez voir que mon 6e, mon 7e et mon 8e est interchangeable. J'ai eu beaucoup de difficultés à classer ces 3 équipes-là parce que c'est des équipes qui ont un calendrier relativement équivalent. Et je pense que les Warriors, la dynamique est meilleure pour les Warriors que pour les deux, le 6e et pour mon 7e. Je pense qu'ils ont encore une vitesse supplémentaire contrairement aux Lakers. C'est-à-dire que les Lakers, on peut se dire, oui, si Austin Reeves et D'Angelo Russell arrivent à défendre ensemble, ils ont une vitesse supplémentaire. Sauf que c'est un truc qui n'arrivera pas. Là où les Warriors, justement, si Stephen Curry retrouve son adresse habituelle, on va dire, c'est-à-dire inhumaine, je pense qu'offensivement, ils peuvent passer un nouveau cap. Donc à voir le retour d'Andrew Wiggins, comment ça va se passer, quand est-ce qu'il va revenir, parce que ça n'a pas l'air d'être un retour immédiat. Mais moi je les vois terminer à la 7e place, avec peu de confrontations face aux équipes du top 5, puisqu'ils en ont que 3, sachant que sur ces 3 matchs, les deux prochains, c'est contre ces équipes-là. Donc je pense que c'est une équipe qui en plus a beaucoup de confrontations directes, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup jouer les Mavs, il me semble qu'ils vont jouer les Pels aussi, donc oui, ils jouent 2 fois Dallas, donc les cartes sont à eux. Pour moi, ils vont même jouer 3 fois Dallas. Excusez-moi, je dis ça. 3 fois Dallas. 3 fois Dallas. Donc, je trouve que c'est une équipe qui a toutes les cartes en main, selon moi, pour terminer 7e. Je pense que avec cette défense élite et avec effectivement ce moral retrouvé, entre guillemets, ils ont moyen de créer une surprise et de faire un run un peu comme ce que les Lakers avaient pu faire l'an dernier. Tu as parlé de 3 confrontations contre Dallas, ça m'offre une transition parfaite. On va parler des Mavericks. Mavericks qui ont changé beaucoup de choses à la deadline. Effectivement, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Il y avait des petites choses excitantes, les signatures de Gafford, de PG Washington, qui apportaient quelque chose de plus de verticalité, peut-être plus de spacing aussi, et régler un peu le problème Grant Williams qui était en dehors pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors apparemment. Constant, ces Mavs, tu les vois comment là? C'était bien, et puis jusqu'au moment où ils sont redevenus Dallas, c'est-à-dire que non, même avant, je trouve que la défaite à Indiana. En fait, ce qui est dur avec Dallas, c'est qu'on juge leur bilan, sachant que
sur les 3 défaites, là, sur le road trip de 4 matchs, ils sont en 1 victoire, 3 défaites sur le road trip de 4 matchs. La seule victoire, c'est Toronto. Dans ces 3 défaites, il y a un ovni de Max Strus à 15 mètres. Donc, c'est-à-dire que sans cette défaite-là, Dallas serait 5e de la conférence Ouest, il me semble. Mais c'est un match de toute façon qu'ils doivent gérer parce qu'ils sont à plus 10, il me semble, avec 3 minutes. Le money time est très mal géré de la part. Ils prennent 4 points. Oui, ils prennent il me semble que Mastrous met 3 points en 57 secondes. Un peu des vibes de Cal Korver face aux Bucks, il me semble, pour ceux qui ont la ref. Mais non, je trouve que Dallas, ils tâtonnent un petit peu, notamment dans l'utilisation, je trouve, de Gafford. Autant PJ Washington, ils le mettent dans le 5 et il met des tirs. Autant je trouve qu'au niveau de Gafford, il me semble que c'est contre Toronto qu'il a joué 7 minutes. Oui, il joue pas beaucoup, ouais, ça tâtonne un peu dans l'utilisation de Daniel Gafford. Je suis un peu déçu. Je trouve que autant Luka Doncic joue à un niveau qui est encore plus élevé que ce qu'on a vu cette saison, où il y a des matchs où il est inarrêtable. Mais le match contre Cleveland, il est très fort. Le match contre Boston, il est bon aussi. Mais je trouve que derrière, ça suit pas forcément. Alors, je sais pas si c'est forcément lié... peut-être à des problèmes de coaching, peut-être à des problèmes de roster, mais on voit que depuis la trade deadline, Tim Hardaway est quand même un cran en dessous. Même Kyrie Irving, qui avait une bonne séquence là sur la winning streak des Mavs juste avant le break, je le trouve un peu décevant. Ça manque pour moi de joueurs qui step up derrière Luka Doncic. Et comme défensivement, c'est une équipe qui a très peu de marge, ils sont obligés d'avoir un deuxième joueur qui fait une grosse perf au scoring à côté de Luka. Donc, un peu déçu, on va dire que le beau shift qui était entamé avant le break s'est un peu essoufflé face au road trip dans la conférence. Et du coup, ça va terminer à quelle place, Tom? Commence par ton prono. Moi, de mon côté, je les ai mis 7e, les Mavs. Je les ai mis 7e, 7e ou 6e? Je crois que je les ai mis 7e, les Mavs. Tout simplement, je pense que c'est une équipe qui a... En fait, on a toujours la caution Luka Doncic. Après, je trouve que c'est une équipe qui se cherche. Et tu parlais du coup des boires un peu de Daniel Gafford. En tout cas, du manque de régularité de son temps de jeu. Puisque quand il joue, il est quand même solide, il apporte de bonnes choses, mais il voit pas tout le temps le terrain. C'est aussi par rapport à la polyvalence acquise dans le roster. Et du coup, le fait que maintenant, ils ont 4 intérieurs de plutôt bonne qualité. Donc, il y a Lively, du coup, qui a le poste de titulaire sur le pivot. Mais sur les minutes au poste de pivot, on va avoir du Gafford. On va peut-être avoir de temps en temps PJ Washington. Et on va aussi avoir Maxi Kleber qui fait un bien fou. Lui qui était longtemps blessé. Et c'est une équipe aussi qui vient de récupérer à l'aile Dante Exum. Donc là, on va avoir... ils vont pouvoir composer avec tout leur roster pour pouvoir aller chercher des victoires. Mais le truc, c'est que c'est une équipe qui... Encore une fois, la caution Luka Doncic, ils sont capables du bon comme du meilleur. Et je pense que sur la fin de saison, il y aura plus de bons que de meilleurs. D'accord avec ça? Que de mauvais, pardon. D'accord avec ça, Constant? Oui, moi je les ai mis 8e, juste derrière Golden State. C'est interchangeable parce que de toute façon, à partir du moment où tu as 3 confrontations directes entre les deux équipes, ça peut très vite switcher. Mais je pense que Dallas a quand même, comme l'a dit Tom, une soupape. Même si finalement, quand je regarde le classement, je me dis qu'ils sont 8e et qu'en dessous d'eux, il n'y a que les Lakers. Et en dessous, il y a une équipe que je mets en dessous, pas tant par son niveau de jeu que par des facteurs de blessures et de calendrier. Si vous êtes fan de cette équipe, vous vous reconnaîtrez rapidement, je pense. Mais moi, je les mets 8e, mais ils peuvent finir 6e, par exemple. La 5e place, pour moi, est assez lock. Je vois mal comment l'équipe que j'ai classée 5e pourrait ne pas finir 5e vu le calendrier. Mais après, il y a plein de confrontations directes. Ils vont jouer au KC, ils vont jouer Golden State 3 fois, comme je l'ai dit. Ils ont des matchs relativement faciles, entre guillemets. Ils vont aller à Détroit, Charlotte. Ils vont jouer 2 fois le Jazz, qui est en perdition depuis le break. Donc, je sens que Dallas pourrait être dans la course, peut-être pour une qualification directe en playoff 6e, mais je les vois pas tomber plus bas que 8e. Déjà parce qu'il y a la soupape Luka Doncic, comme l'a dit Tom, et en plus parce qu'ils ont un roster fourni, sachant que le retour, enfin les arrivées plus le retour des blessés permet de donner un rôle un peu moindre à Derrick Jones Jr. par exemple offensivement, et sachant qu'il est un peu dans cette zone grise entre le titulaire et le joueur de banc. Et je trouve que c'est intéressant de l'avoir dans ce rôle-là avec des joueurs offensivement qui seront capables de faire des choses que lui n'est pas capable de faire à l'aile. Oui,
Et du coup, juste au-dessus de ces Mavs, on retrouve les Kings. Les Kings qui ont été la belle histoire de l'année dernière, qui ont eu un très bon début de saison aussi, notamment avec un De'Aaron Fox qui était en feu. Et puis, on est revenu un petit peu à la normale ces derniers temps et on vit des moments pas toujours faciles. Tom, comment on réagit à cette presque saison complète des Kings? Moi, en fait, les Kings, j'ai bien envie d'y croire. C'est une équipe qui a un calendrier plutôt à sa portée, mais c'est ça aussi le problème des Kings, c'est que les Kings, c'est une équipe métamorphe qui prend un peu le niveau de l'équipe qu'elle rencontre. Donc, on peut avoir des moments ou des victoires assez intéressantes. Par exemple, la victoire face à Minnesota, puisque faut rappeler qu'actuellement, ils jouent sans Fox qui est blessé à la cheville. Donc, avec un gros match de Malik Monk. Mais globalement, tu vois, c'est une équipe qui, tu vois, la défaite, par exemple, face à Détroit, non, Charlotte, je crois. Ils ont perdu face à Charlotte, Ouais. pardon. La défaite face à Miami, alors qu'il n'y a personne à Miami, globalement. Et surtout que ils prennent une vraie défaite, c'est-à-dire qu'ils sont menés, je crois, de 20 ou 25 points en début de match. Ils réagissent et après, ils reprennent. Alors que quand tu vois qui joue à Miami, puisque c'était le lendemain de la fameuse bataille, la fameuse bataille face aux Pelicans, ben, voilà, c'est une équipe qui, malheureusement pour elle, est son pire ennemi. Et mais moi, j'ai quand même envie d'y croire sur la fin de saison. Ils ont quand même des joueurs un peu métronomes comme Sabonis, qui est pour moi l'un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison. Alors, c'est vrai qu'ils ont quelques problèmes offensifs par rapport à l'an dernier, notamment au niveau des lancers francs qui convertissent pas forcément. Il y a une chute globalement aussi à 3 points. Et par rapport à De'Aaron Fox, c'est quelqu'un qui, défensivement, les équipes se sont bien adaptées à lui. Et alors oui, il a toujours son move où il passe après le pick and roll, se rapproche de la raquette et fait son petit fadeaway qui est toujours aussi létal. Mais ce qui se passe aussi pour lui, c'est qu'il il est un peu tombé amoureux du 3 points parce qu'il a une meilleure réussite. Sauf que les tirs à 3 points qu'il prend aujourd'hui sont remplacés par les tirs au cercle qu'il prenait hier. Donc globalement, ça lui baisse son efficacité offensive. Et vu que c'est quelqu'un qui est très important dans le jeu offensif des Kings, bah c'est quelque chose qui peut aussi poser quelques problèmes en attaque. Mais je pense que sur la fin de saison, c'est une équipe qui aura les moyens d'avoir qui a un peu les clés en main, puisque quand on regarde, tu vois, les confrontations directes, ils en ont 6 avec des équipes qui sont dans cette zone du play-in, et ils ont 9 must-win games. C'est-à-dire, les must-win games, ça va dire les matchs contre des équipes qui sont en dessous du groupe et qui ne jouent absolument rien. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à pouvoir récupérer, sachant que c'est l'équipe qui a le moins de matchs à l'extérieur, qui a que 34% de ses matchs encore à l'extérieur, comparé à toutes les autres équipes qui en ont au moins 45%. Oui, du coup, il y a quand même des facteurs positifs et notamment, comme tu l'as dit, un calendrier qui semble plus abordable. Constant, tu les vois passer plus haut, éviter le play-in ou rester un peu dans la même zone? Pour moi, il y a un scénario assez élevé où ils terminent 5e. Très honnêtement, Tom a parlé de la dynamique récente. Effectivement, ils ont perdu. Alors, ils ont perdu contre Charlotte plus tôt dans la saison, mais je pense que c'était la défaite contre Détroit, effectivement, Détroit, que Tom avait en tête. Où ils se font tarter. Mais c'est là tout le paradoxe de Sacramento, comme l'a dit Tom, c'est que ils perdent contre Détroit, match d'après, ils mettent plus 30 à Denver. Voilà, c'est tout le paradoxe. Ils battent les Clippers, il y a de ça, une semaine. Je sais plus si Paul George était là. Il me semble que Paul George était là. Parce qu'ils battent les Clippers à Los Angeles. Ouais. Ils perdent contre Miami ou ils perdent contre Miami. Bon, je m'avance pas trop, on parlera de 8. Ils se font battre par Denver, parce que voilà, encore une fois, Denver laisse aucune miette. Minnesota, par contre, De'Aaron Fox n'est pas là. Ça gagne avec un très grand, 3 quarts-temps de Malik Monk, puisqu'il me semble qu'il a 3 points à la fin du 3e quart-temps. Donc 4e quart plus l'overtime, effectivement Malik Monk qui peut déjà aller chercher, je pense, son trophée de Six Man of the Year. Mais ces Kings-là, je suis pas trop d'accord sur le fait que Fox est tombé amoureux du 3 points. Je trouve que il y a son volume à 3 points a quand même pas mal baissé sur ces derniers matchs.
mais son efficacité n'est pas retrouvée. C'est ça un peu le paradoxe de De'Aaron Fox, c'est que l'an dernier, il était très fort sur les tirs près du cercle et les mi-distance. Cette année, il a gardé la même efficacité à mi-distance. Par contre, près du cercle, son efficacité a chuté. En même temps, l'an dernier, il était à 74%, donc c'était quand même une réussite très élevée pour un guard. Mais du coup, ça le rend un peu moins resplendissant. Sabonis, je sais qu'il fait pas mal débat chez les fans, enfin les observateurs externes de Sacramento. Moi, je trouve que c'est le meilleur joueur des Kings cette saison. Alors oui, peut-être qu'il n'est pas aussi valuable que ses stats peuvent le laisser paraître, mais c'est quand même un joueur qui t'amène un double-double avec un petit peu de playmaking. Donc voilà, il y a toujours cette problématique, je trouve, de... En fait, ce qui pose problème aussi à ces Kings, c'est toujours la problématique du poste 2, avec Kevin Huerter qui décolle pas au niveau de sa saison, qui gagne Murray, qui a quelques trous offensivement. Donc ces Kings, ouais, pour moi, ils resteront 5e malgré tout ce que j'ai dit un peu de négatif sur eux, parce que leur calendrier est quand même beaucoup plus simple que les autres équipes. Comme l'a dit Tom, ils vont jouer beaucoup de matchs à domicile, et ça reste une équipe qui a montré qu'elle était capable de battre des grosses équipes. C'est-à-dire que, limite, t'es plus craintif quand tu vois une équipe nulle se présenter face aux Kings que quand tu vois une équipe forte. Donc ça pourrait peut-être les desservir pour le classement final, mais je pense que le retour à domicile, là, ils ont un homestand, ils vont jouer 8 des 9 prochains matchs vont être joués à domicile. Donc déjà, là, ils peuvent faire un vrai écart, créer un vrai écart sur le reste de la concurrence. Je pense que l'adversité plus faible font que il y a une grande probabilité pour moi qu'ils terminent 5e. En tout cas, moi, je les ai classés 5e. Parce que je pense que Fox va retrouver quand même son niveau et que à l'approche des playoffs, cette équipe sera peut-être un peu plus sérieuse que ce qu'elle a pu être durant tout ce qu'il y a eu précédemment dans la saison. Et un dernier truc qui explique aussi le fait que c'est une équipe qui est irrégulière d'un match sur deux, comme l'a dit Tom, la défense n'est pas bonne et l'attaque est quand même en sous-performance par rapport à l'an dernier. Voilà, je vais pas faire un peu de pub, mais Guillaume en a parlé cette semaine du Basket Lab sur l'attaque des Kings, il en a parlé très bien. Ce qui fait que quand tu n'as pas une certaine assise défensive, bah t'es beaucoup moins, enfin ton socle défensif, à partir du moment où il est faible, t'as moins de marge de manœuvre face à des équipes nulles pour remporter des matchs plus faciles. Et après, c'est vrai que on peut se dire que Fox ne devrait pas tarder à revenir. On connaît pas vraiment la gravité de la blessure. Mais vu qu'il y a les 65 matchs qui sont dans un coin du rétroviseur et que monsieur pourrait être éligible au Supermax si il est All-NBA, peut-être qu'il pourrait revenir un peu plus tôt comme l'a fait son ancien coéquipier. Il est à 51 à match joué Fox cette année, donc il a encore un peu de marge. Et du coup, reste quoi? Il en reste quoi? 22? 23, je crois. 23? 22, je crois, hein? Non, peut-être 22. Mais il a encore un peu de marge, quoi. Encore un peu de marge. Et du coup, Tom, si j'en suis ton raisonnement, tu es assez d'accord avec Constant et ça devrait plutôt bien finir pour ton pronostic. Oui, c'est ça. Moi, je les ai gardés au niveau de la 6e place. Je pense qu'ils ont le niveau. Alors, c'est vrai que quand on regarde les noms, on pourrait avoir tendance à les baisser puisque on va dire que globalement, on va pas se leurrer, hein, c'est peut-être l'équipe la moins excitante et celle qui a le moins de star power globalement. Mais c'est quand même, je trouve que les Kings, c'est quand même une bonne équipe, hein, cette saison. C'est une bonne équipe. C'est vrai qu'ils sont moins élites offensivement que l'an dernier. Et du coup, il y a moins de, il y a plus aussi d'écart type entre les performances qu'ils peuvent avoir par rapport aux équipes. Il y a moins de constance. Mais c'est une équipe qui est solide. C'est une équipe qui est solide, mais qui, malheureusement, je pense, aura plus de... Sur la fin de saison, je pense qu'ils vont réussir à battre les équipes qu'ils doivent battre et qui vont peut-être perdre plus dans les confrontations directes. Mais c'est une équipe qui devrait finir avec un bilan positif, quoi. Ce serait une belle réussite pour ces Kings-là, quoi. Oui, et puis certaines évolutions qui pour l'instant ne servent mais ne sont pas encore au service d'une équipe qui tourne parfaitement. Je pense au progrès au playmaking de Malik Monk de cette année, qui peuvent servir encore plus, notamment en playoff, et qui pourraient les aider justement. Là, on va passer à une équipe, parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps pour parler seulement de si peu d'équipes. On va passer aux New Orleans Pelicans, une équipe qui est très apprécié par une partie de la communauté. Pas forcément tous les joueurs, il y en a certains qui ont plutôt un côté tête de turc, on reconnaîtra Brandon Ingram. Constant, comment tu vois cette fin de saison des Pels? Bah tu vois, Tom parlait du fait que les Kings étaient l'équipe avec le moins de star power des équipes de la conférence Ouest dont on va parler. Pour moi, c'est les Pels. Hein. Sérieux?
est-ce que Fox Sabonis en termes de star power c'est moins fort que Zion Ingram? En termes de complémentarité déjà c'est moins fort. Oui. Après si tu prends en termes de niveau de joueur dans un contexte, peut-être que Zion est le meilleur joueur de tous, mais le deuxième meilleur joueur, enfin les Kings ont peut-être le deuxième et le troisième meilleur joueur. Oui. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc ça se bat. Enfin, je pense que tu demandes aux équipes, tu demandes aux équipes là du top 4, quelles équipes elles ont envie d'affronter au premier tour. Je pense que la majorité de la fanbase va plutôt te répondre les Pels avant les Kings. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir que les Pels sont un peu le chat noir, enfin la bête noire des Kings, parce que ils sont à 3 victoires, 0 défaites contre eux cette année. Les 3 victoires étaient des raclés assez exceptionnels. Non, mais les Pels, on n'en parle pas parce qu'ils font pas de grosses winning streak. Ils font pas non plus de victoires éclatantes contre des équipes un petit peu de leur niveau. Mais c'est une équipe qui, pour le coup, même pas dans la discrétion, mais avance un peu en silence et reste à un niveau qui est quand même beaucoup plus élevé que l'an dernier. Leur dynamique ces derniers temps est pas exceptionnelle non plus. Je trouvais que c'est une équipe qui avait bien démarré en remportant des gros matchs face à des grosses équipes, et là depuis un bon mois, la tendance s'est un peu inversée. C'est une équipe qui perd face à des très bonnes équipes, mais par contre qui arrive à faire le taf face à des équipes qui sont plus faibles qu'eux. Ils ont battu Portland, Memphis, Washington, Houston. Ils perdent contre Miami, ils perdent contre Chicago. Ça, pour le coup, c'est un peu embêtant. Ils sont allés gagner de très belle manière à New York. Ils sont allés démonter Indiana juste après avoir perdu contre eux il y a de ça quelques jours. Je trouve que c'est une équipe qui est... c'est une équipe de plafond, on va dire. C'est une équipe de un peu log premier tour, malheureusement, de par ce manque de superstars. Et de par le fait que ces derniers temps, ils ont été battre les Clippers un peu comme d'habitude. Mais ensuite, ils perdent contre les Lakers. Ils ont perdu contre Boston, OKC, Milwaukee fin janvier. Donc, je trouve que c'est une équipe qui, ces derniers temps, respecte son rang, à savoir, je me fais battre par les équipes au-dessus de moi au classement. Par contre, je fais le nécessaire face aux équipes en dessous de moi. Et ça tombe bien, ils ont pas mal de matchs face à des équipes en dessous d'eux. Du coup, si je suis ton raisonnement, ça reste à peu près à la même place, finalement, les Pels, Constant. Ouais, moi je les ai mis 6e. Je parlerai rapidement aussi parce que là j'ai survolé un petit peu tactiquement, mais il y a le retour au scoring de Trey Murphy là qui fait des bonnes perfs en sortie de banc, qui peut être qui peut leur permettre de franchir un palier supplémentaire, on va dire. En tout cas, offensivement, pour les aider offensivement à être un peu moins dépendants, on va dire, de Zion et de Brandon Ingram et de CJ McCollum. Il y a la très belle saison d'Earl Jones, que ce soit défensivement, ça c'est normal, mais en attaque, je trouve que dans sa capacité à sanctionner les défenses adverses, notamment sur le tir, il y a un vrai progrès, et pour le coup, il a un peu clos le débat sur qui doit être titulaire entre lui et Trey Murphy. Mais moi, je les ai mis 6e de la conférence Ouest parce que je pense que c'est une équipe qui a un calendrier quand même moins simple que les Kings par exemple. C'est une équipe qui va jouer plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile sur la fin de saison, mais il n'y a qu'un seul match d'écart. Mais finalement, ils vont jouer beaucoup face à des équipes moyennes, pas beaucoup de matchs face à des équipes très nulles. Il me semble qu'ils ont 2 matchs face au bottom 4 seulement, mais des équipes un petit peu en dessous, c'est-à-dire ils vont jouer les Hawks, ils vont jouer Détroit, ils vont jouer Brooklyn, ils vont jouer Portland. C'est des équipes contre qui ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de les battre. Il y a juste un moment où pour eux ça va être un peu complexe au niveau du calendrier, c'est fin mars, où ils reçoivent OKC, ils reçoivent Milwaukee, ils reçoivent Boston, ils reçoivent Phoenix et ils reçoivent Orlando. Là pour le coup on pourra peut-être juger de leur niveau actuel, même si je pense que fin mars pour OKC et Boston, peut-être que il y aura des choses qui seront déjà jouées au niveau du ceiling. Exact. Et peut-être que ces deux équipes n'iront pas à pleine puissance. Exact. Pour OKC, ça reste à voir, mais pour Boston, c'est fortement probable. Je les mets 6e. C'est la raison pour laquelle, du coup, je les ai mis 5e. Parce que, tu vois, alors c'est vrai qu'il leur reste 3 road trips. Ils ont 2 road trips à l'Est, qui commencent, du coup, là, avec, du coup, Toronto, Philadelphie et les Hawks. Donc, c'est le bon moment, on va dire, pour prendre ces 3 équipes-là, parce qu'elles ont 3 blessés majeurs. Toronto qui a perdu Scottie Barnes sur une blessure à la main. Philadelphie qui joue sans Embiid. Et les Hawks qui viennent de perdre Trae Young. Donc, c'est le bon moment, du coup, pour faire ce road trip-là. Et ensuite, ils ont un deuxième road trip à l'Est, où il y aura, du coup, Brooklyn, le Magic, la revanche face à Miami. Je pense que beaucoup de monde vont regarder par rapport à ce qui s'est passé avant, et puis les Pistons, avant d'enchaîner du coup sur la partie du calendrier dont tu parlais, Constant. Donc je trouve que c'est une équipe qui a les armes. En fait, la raison pour laquelle je l'ai mis aussi haut, c'est que tu parlais tout à l'heure d'équipe plafond. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus son avenir entre ses mains. C'est-à-dire que si ils gardent le niveau qu'ils ont eu jusqu'ici,
c'est eux qui, pour moi, hein, devraient avoir le meilleur bilan du groupe d'équipes dont on a discuté aujourd'hui dans la conférence Ouest. Et du coup, je les placerai à la 5e place. Une équipe pour qui ça reste d'être plus dur, c'est une équipe qu'on appelle le FC Soleil ici en France. Je shout-out un petit peu Valéoup pour leur excellent podcast. J'ai écouté récemment leurs derniers épisodes sur un peu le bilan déjà à mi-saison et c'était très bien. Une équipe qui va avoir un calendrier terrible. Une équipe qui n'est pas épargnée par les blessures. Et on parle en plus le lendemain d'une blessure de Devin Booker et on ne sait pas combien de temps ça durera, donc ça risque d'être très compliqué. Qui d'entre vous veut parler des Suns un peu plus? Le truc, les Suns, c'est ça en fait. Je pense que c'est la seule équipe pour laquelle tu peux potentiellement avoir de l'espoir avec un calendrier aussi difficile. Donc, pour vous donner une idée, dans notre partie classement sur les calendriers, on a du coup les affrontements directs, les matchs contre les autres équipes, les équipes de l'autre conférence qui jouent le play-in, et on a quelque chose qui s'appelle les bonus games. Donc les bonus games, ce sont des matchs où on ne part pas favori, et si on fait un résultat, c'est vraiment quelque chose de très bien. Pour vous donner une idée, les Suns, ils ont 13 bonus games. 13 bonus games, alors que l'équipe qui est la plus proche en termes de bonus games en a 6 dans le listing. Donc, ils ont un calendrier extrêmement difficile et le fait d'avoir perdu Devin Booker, on sait surtout, sur une action défensive, il marche sur le pied de Royce O'Neal, malheureusement pour lui, et ils viennent à peu près de récupérer Bradley Beal, et là on ne sait pas pour combien de temps il va partir. C'est vraiment la saison de l'enfer pour les Suns, et malheureusement pour cette équipe-là, il faut qu'ils soient au complet pour pouvoir avoir une chance, et malheureusement je ne pense pas qu'ils seront complets pour tous les matchs, avoir encore la gravité de la blessure de Devin Booker, mais moi je les ai 9e et je suis pas... Enfin, pour moi ils vont passer par le play-in, quoi. Ils vont passer par le play-in, et je pense qu'ils joueront pour se qualifier en play-off, et pas du coup ils vont pas jouer un match, quoi. Ce qui est terrible un peu avec ces Suns, c'est que il y a des choses positives à dire sur eux, notamment sur le travail de Frank Vogel qui a trouvé pas mal de bonnes choses, des choses intéressantes, notamment l'inclusion de Grayson Allen qui est de plus en plus intéressante, même si ça crée un problème de l'autre côté du terrain avec l'absence de vrais défenseurs du point of attack. L'intégration de Nurkic qui lui aussi pose problème du côté défensif, mais néanmoins est vraiment très important dans la construction offensive. Il y a beaucoup de choses positives, mais ce syndrome blessure, là on a parlé du calendrier, mais ce syndrome blessure, il est terrible. C'est très difficile d'avancer sérieusement et de construire réellement ton équipe. Constant, toi tu partages ce constat? Ouais, moi je les ai mis 9e. Déjà, au moment où vous écouterez ce podcast, peut-être que vous aurez plus d'infos sur la durée d'indisponibilité de Devin Booker, mais non seulement Booker est blessé, mais Royce O'Neal, il se blesse sur la même action aussi, c'est-à-dire que c'est Royce O'Neal qui marche sur la cheville de Booker, les deux se font la cheville en même temps. Il y a Nurkic aussi qui est pas revenu de la deuxième mi-temps avec une blessure à la nuque, donc on verra combien de temps il va être disponible. C'est un peu la belle histoire cette année, on va dire, Nurkic du côté des Suns, parce que vraiment il faisait pas du tout l'unanimité lorsqu'il y a eu son transfert, même au niveau de l'investissement sur les premiers matchs, c'était pas l'amour fou, et finalement plus la saison avance, plus les fans des Suns sont positifs sur Nurkic, et Nurkic est vraiment, comme tu l'as dit, un maillon essentiel pour faire tourner leur attaque, même si je trouve qu'en attaque, je suis plus satisfait de leur performance défensive que réellement offensive. Je trouve que c'est une équipe qui en attaque, hormis Bradley Beal, ça a été évoqué dans le podcast de Valéoup, mais hormis Bradley Beal, ça attaque peu le cercle. En fait, les seuls tirs vraiment rémunérateurs que prennent les Suns chaque soir, c'est des lancers francs. Parce que sinon, il y a très peu de tirs près du cercle, il y a très peu de corners à 3 points. Donc c'est une équipe qui en attaque vit sur des tirs difficiles, vit sur l'efficacité de Devin Booker, vit sur l'efficacité de Kevin Durant. Et au niveau du calendrier, comme l'a dit Tom, oui, ça va être très difficile. 11 matchs face au top 7, donc les équipes classées au-dessus d'eux. Le point positif entre guillemets, c'est que sur ces 13 matchs, sur ces 13 victoires bonus, le dernier soir de la régulière par exemple, ils vont à Minnesota. Bon, si les Suns doivent jouer leur survie,
peut-être que les Wolves, leur saison sera terminée et que du coup, ce sera le fameux dernier match de saison régulière où les Wolves font tourner et du coup, tu te retrouves à 5 plus faibles. Je ne sais pas, peut-être que ça peut arriver. Ça te coupait, moi je suis pas sûr de ça parce que si t'es Minnesota, tu veux pas prendre le risque que si par exemple tu joues la première place, tu veux pas prendre le risque que ces Suns-là sortent du play-in et avec une série de playoffs, je sais pas. Donc on verra après, on verra. Est-ce qu'ils privilégieraient pas là quand même la santé de leurs joueurs que sur des options de seeding? On verra. Après, ça se trouve, peut-être que les Suns auront un seeding lock avant de jouer ce match-là, mais ils ont beaucoup d'adversaires très difficiles. Enfin voilà, ils vont jouer deux fois OKC, ils vont jouer 2 fois Denver, ils vont jouer 2 fois Cleveland, 2 fois les Clippers. Enfin, c'est très difficile. C'est pour ça que moi je les mets 9e parce que c'est une équipe qui autant avec sans la blessure de Devin Booker, je me serais dit, les Suns, on est le 3 mars, les Suns, ils sont à peu près là où ils voudraient être. Et en gros, ce stretch de matchs difficiles, ça pourrait être l'occasion pour eux d'avoir des statement wins et du coup de faire partie des équipes, enfin de réintégrer un petit peu le groupe de contenders dans lequel ils sont un peu sortis cette saison à cause des blessures. Parce que là, avec la blessure de Devin Booker, en fonction de son indisponibilité, j'ai peur qu'ils vont plus subir le calendrier que vraiment commencer à monter en température. Donc moi, je les ai 9e parce qu'à partir du moment où tu enlèves Devin Booker et que Bradley Beal, même s'il vient de revenir, il y a toujours des incertitudes sur sa santé. Pour moi, ça va être très difficile pour eux de réellement s'accrocher face au wagon des équipes en dessous. Donc je les mets 9e, ce qui donnerait un 9-10 Lakers Suns. ABC serait très content, je pense, au niveau des audiences, mais ça serait un aveu d'échec terrible, je pense, sur la saison de ces deux équipes-là. Mais effectivement, avec la blessure de Booker, même s'il venait à louper, par exemple 10 jours, ce qui déjà serait positif, même si les rayons X étaient négatifs. Bah, tu joues contre OKC, vous aurez le résultat. Donc peut-être qu'ils ont battu OKC. OKC a perdu face aux Spurs il y a 3 jours. Bref, ils vont à Denver. Bon bah merci. Ils reçoivent Toronto. Peut-être une victoire face à Toronto, mais ensuite ils vont à Boston. Enfin, ils reçoivent Boston. Ils vont à Cleveland et ils reçoivent Boston. Enfin, ils vont jouer 2 fois Boston home and away, vous avez compris. Donc, je pense qu'ils vont vraiment subir le calendrier. Moi, je les mets 9e. Je pense que ça va être un calendrier qui tombe au mauvais moment et des blessures qui tombent encore plus au mauvais moment. Bah, c'est vrai qu'il n'y a jamais de bon moment pour les blessures, mais encore plus pour cette équipe-là qui a besoin d'être au complet. Et puis, comme t'en as parlé un peu de Nurkic, on arrive un peu au niveau des minutes rouges à peu près pour Nurkic, puisque là, il est déjà en carrière, c'est déjà sa 4e plus haute saison au nombre de minutes. Oui, donc, il va falloir faire attention. C'est sûr. J'ai un souvenir en plus, là où on peut reprocher, c'est difficile à la base de reprocher des blessures à une franchise. Néanmoins, moi j'ai un souvenir, et pour te rendre hommage, Tom, avant le début de saison, une question que tu avais posée dans la discussion d'Unkebdo, tu avais dit les 3, Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker, combien de matchs ensemble? Si on pouvait se poser la question au début de saison, c'est qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu prévisible et qui a été l'un des plus grands problèmes de la saison. Mais le pire, c'est que KD est en santé cette année. KD est à peu près en santé cette année, c'est ça le truc en plus, c'est que c'est vraiment Booker et Bill qui ont loupé des matchs, parce que KD il va jouer plus, il me semble qu'il a déjà joué plus de matchs cette année que l'an dernier, et surtout, avant de leur donner la parole à Tom, parce que je t'ai coupé, désolé, les Suns, alors ils ont des blessures certes, mais ils ont eu, enfin c'est quand même l'équipe qui a eu, d'après Duncan Suisse, qui a eu le calendrier le plus simple de toute la NBA, jusqu'ici, sachant qu'elle évolue dans la conférence Ouest et qu'elle évolue dans la division Pacifique où il y a les Warriors, les Kings, les Clippers et il me manque une équipe, les Lakers. Donc, c'est-à-dire que déjà il y a le facteur blessure mais qui était prévisible quand tu fais venir un joueur comme Bradley Beal, mais en plus il y avait un calendrier très simple, ils n'ont pas réussi à capitaliser sur ces 55 premiers matchs relativement simples. Et oui, simplement pour rebondir là-dessus, il y a pas mal de gens qui critiquent les choix du coup des Suns d'avoir fait venir Bradley Beal, mais les gars qui critiquent, sachez que Bradley Beal, il est échangé contre Chris Paul. Donc, on l'a vite oublié ça. Chris Paul cette saison, il a pas joué, il a joué quand même un peu plus, mais c'est pas la même chose quoi. C'était un pari et bon, pour l'instant c'est compliqué. Là, ils ont perdu la profondeur sur le trade de Kevin Durant, mais échanger Chris Paul contre ce que potentiellement pouvait apporter Bradley Beal, si on enlève les questions contractuelles, bien ça entre parenthèses, si on enlève les questions contractuelles et ce que ça a réellement coûté, c'est quelque chose que tu fais.
Mm. On est d'accord. Du coup, on va passer à ce que certains taquins appellent l'antichambre de la NBA. On va passer à la conférence Est. Et on va commencer par l'équipe actuellement classée 8e. On va parler des Pacers. Et du coup, les Pacers, Constant, toi, tu parles beaucoup d'Haliburton et tout. Et je sais qu'en off, tu m'as dit je pourrais surprendre quelques personnes sur ce que je peux dire cette fois-ci sur les Pacers. Donc, je vais te laisser parler sur les Pacers. Ouais, je suis un peu déçu par les Pacers. Je suis un peu déçu par le niveau d'Haliburton, je trouve. Il y a vraiment un marqueur une séparation qui s'est créée dans la saison d'Haliburton au moment de sa blessure face à Boston. Déjà, il y avait quelques matchs juste avant sa blessure où il avait perdu en efficacité, mais bon, ça, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Mais depuis son retour de blessure, il y a le cas assez complexe des 65 matchs où Indiana l'a fait jouer 20-21 minutes, parce que c'est à partir de 20 minutes que tu commences à être, qu'un match est comptabilisé comme joué et que du coup tu peux être éligible pour les 65 matchs. Et même sur depuis le trade de Pascal Siakam, je trouve qu'il y a un vrai problème un problème de complémentarité entre les deux, c'est-à-dire que pour moi les deux sont pas encore complètement approuvés. Si on prend les ratings, alors il faut toujours prendre avec des pincettes parce que l'échantillon est assez faible, et comme ils en ont mangé 35 face aux Pels, bah forcément ça joue sur les ratings. Mais lorsque Haliburton et Siakam sont sur le parquet ensemble, les Pacers ont un rating négatif, ils sont à moins 2,67 de net rating ensemble, ce qui est quand même plutôt bas. Et quand tu prends le rating offensif des Pacers avec Siakam in et Haliburton sur le banc, ou le rating offensif des Pacers avec Haliburton sur le parquet et Siakam sur le banc, est plus haut que lorsque les deux jouent ensemble. Donc pour moi, il y a un problème pour l'instant d'alchimie. Il y a le départ, je pense que Tom en parlera, il y a le départ de Buddy Hield qui les influence un peu. Mais voilà, Haliburton, je le trouve un peu emprunté sur ce dernier match, même si au niveau de l'efficacité, il en a retrouvé un petit peu. Je trouve que voilà, c'est pas le joueur qui je le trouve emprunté. Je trouve qu'il est il se responsabilise moins dans le collectif des Pacers que sur le début de saison. C'est peut-être lié au fait qu'il veut laisser un peu de place à Siakam, mais je trouve qu'il y a certaines situations où les Pacers auraient peut-être besoin de retrouver un Haliburton plus présent, peut-être un peu plus incisif, que ce soit dans ses drives ou que ce soit au niveau de ses pull-ups à 3 points, pour franchir ce step au niveau du classement. Oui, ça rassure presque dans un sens, puisque on se dit que Haliburton est humain, qu'il ait enfin un coup de mou dans cette carrière qui jusque-là était vraiment presque rectiligne. Comme tu l'as dit, et tu nous l'as dit en off justement, est-ce que la perte de Buddy Hield a été un petit peu la chose la plus importante pour cette baisse de régime d'Haliburton, Tom? Oui, je pense que ça joue quand même un peu. Je pense que, un peu comme ils avaient fait à la fin du In-Season Tournament, après avoir bien figuré au In-Season Tournament, ils avaient eu un petit coup de mou. Je pense que c'est un peu ce qui lui arrive aussi avec le All-Star Game, puisqu'elle a été très impliquée sur le All-Star Game à Haliburton. Donc c'est peut-être aussi la fatigue, en plus du coup du retour progressif qui était lié à ses blessures, où on le voyait jouer des 20-25 minutes et tout ça, où il fallait se réadapter. Et durant la période, on a vu que il a su quand même être suppléé par des TJ McConnell, des Andrew Nembhard. Enfin, c'est vrai que le roster a pas mal changé, mais l'absence de Buddy Hield et la menace du shooting de Buddy Hield, notamment sur l'espèce de play où il fait le ghost screen, où en fait il est tellement dangereux que quand il posait son ghost screen à Buddy Hield, alors le ghost screen c'est en gros que l'attaquant il passe à côté du joueur il fait semblant de poser un écran sur le joueur qui défend le porteur de balle et part au niveau de la ligne à 3 points par exemple. Et le fait qu'il ait une gravité, ça faisait forcément réagir soit le poseur d'écran qui laissait un espace à Haliburton, qui regardait pour voir ce qui allait devoir se passer défensivement, ou ça faisait réagir le joueur qui est à 45, puisque tu peux pas laisser Buddy Hield, et ça créait du coup un espèce de X-switch où le défenseur qui est censé défendre Buddy Hield allait dans le coin, et c'est le joueur qui défend le joueur du coin qui remontait sur Buddy Hield. Mais tout ce flottement-là, ça laissait une marge pour le premier pas de Tyrese Haliburton, qui aussi permettait de créer des brèches dans la défense. Sauf qu'aujourd'hui, Buddy Hield, il est... les joueurs qui ont repris ces minutes, on a du Nembhard, on a aussi du Bénédicte Mathurin, qui ne sont pas du tout les mêmes menaces offensivement et à 3 points, ce qui fait que la défense arrive à rester un petit peu plus resserrée, et ça je veux pas dire que ça tue, mais ça enlève un peu de dangerosité au jeu de drive and kick,
parce que les angles ne sont plus les mêmes, tout simplement parce que les défenses sont un petit peu plus resserrées. Et c'est pour ça qu'on voit aussi pas mal de jeux de 1 contre 1 de Pascal Siakam, puisque lui arrive à pouvoir se créer ces avantages-là, puisqu'il n'a pas à faire jouer toute l'équipe, ce qui est le rôle du coup de Tyrese Haliburton. Et même au niveau de, tu vois, tu parlais du fait que les joueurs qui avaient pris les minutes, c'était un petit peu de Bénédicte Mathurin, etc. Même alors ils l'avaient fait à la mi-janvier, c'est à peu près au niveau de mi-janvier, avec la blessure d'Haliburton, mais ils ont mis Ben Sheppard là qui commence à avoir de plus en plus de minutes de rookie. Et tu vois que même s'il est à droite, les défenses ne défendent pas du tout de la même manière. Ben Sheppard, Bénédicte Mathurin ou même Andrew Nembhard et Aaron Nesmith qu'un Buddy Hield. Donc on va dire que les Pacers ont ce côté un peu moins fou qu'ils pouvaient avoir sur le début de saison avec l'arrivée de Pascal Siakam, où j'ai pas exactement la pace exacte, mais je pense que la pace déjà des Pacers est plus lente depuis l'arrivée de Siakam qu'avant l'arrivée de Pascal Siakam. Il y a ce côté un peu moins, oui effectivement, un peu moins imprévisible en attaque du fait d'avoir un joueur comme Buddy Hield qui est capable de déclencher à 9 mètres et de faire ficelle, qui, comme l'a dit Tom, qui réduit un petit peu le champ des possibles offensivement à ces Pacers à partir du moment où Haliburton a la balle. Très bien, passons au prono les gars. Vous les voyez terminer à quelle place? Non, 7, j'ai 7. J'ai 7ème. Je pense qu'ils ont quand même un calendrier qui va être relativement difficile avec 6 matchs face au top 7 de l'autre conférence. Au niveau des tiebreakers, on n'en a pas trop parlé pour la conférence Ouest, mais ils ont face aux 4 équipes qu'ils ont citées, ils en ont 2 favorables et 2 défavorables. Je pense que c'est une équipe qui va essayer de remplir son objectif cette année, qui va être de se qualifier en play-off, même si ça doit passer par le play-in, et qui sera déjà satisfaisant pour, je les vois pas avoir l'avantage du terrain en premier tour, je les vois pas se qualifier directement en play-off. Je pense que déjà se qualifier en play-off cette année sera déjà une première étape de franchie, et l'été prochain avec la prolongation de Siakam et un training camp complet, peut-être un peu plus bâtir sur ce duo Haliburton et Siakam, parce que tu auras plus de temps à Rick Carlisle pour vraiment développer cette relation. Tom, d'accord avec ça? Ouais, assez d'accord avec ça. Moi aussi, je les ai 8e. Je pense que c'est une équipe qui, sur la fin de saison, va pouvoir tester quand même pas mal de choses. C'est le luxe qu'ils ont, eux, potentiellement. Alors oui, c'est vrai que ils pourraient s'accrocher aux choses qui marchent pour essayer d'accrocher la 6e place directement. Mais je pense que c'est une équipe qui va, vu que au final, c'est un effectif qui est à peu près tout neuf, hein, puisque tu vois, comment il s'appelle, Aaron Nesmith est resté longtemps blessé, il vient de revenir dans le 5. Il y a eu pendant cette période-là aussi un retour un peu au premier plan de Jalen Smith. Il y a leur intérieur. Jarrett Walker. Non, le pivot. Miles Turner. Le rim runner, le pivot rim runner avec les Locks. J'oublie son prénom. Ah oui, Isaiah Jackson. Voilà, Isaiah Jackson qui lui aussi avait eu un bon passage à un moment donné, mais là qui a un peu disparu de la rotation. Donc voilà, ça va être un moment où Rick Carlisle il va pouvoir gérer toutes ses options et ensuite partir sur un groupe maintenant qu'il a à peu près le roster au complet, sachant que voilà, ça klaxonne pas derrière, quoi. Non. Non. Ouais, on est d'accord. Le truc qui ressort finalement, c'est presque on est encore sur une construction à long terme du côté des Pacers et on n'est pas encore sur un objectif très précis cette saison. On essaie de progresser et on se prépare pour la suite. C'est ce que ça semble ressembler, quoi. Oui, après, il serait pas. Enfin, je pense que tu demandes aux Pacers, la possibilité d'avoir l'avantage de terrain au premier tour est encore très présente pour les Pacers, c'est-à-dire qu'ils sont tout proches de l'avoir. Mais effectivement, tu te dis que même s'ils venaient à terminer 8e, je pense que dans tous les cas, les 4 équipes dont on va parler sont... 5 équipes d'ailleurs. Les 5 équipes dont on va parler seront qualifiées en play-off parce qu'il y a un tel écart de niveau entre l'équipe qui terminera 8e et le 9e que c'est pas si dramatique que ça, on va dire, de terminer 8e que de terminer 6e, quoi. C'est juste, voilà, comme tu l'as dit, le seeding, et ça, on en parlera, je pense, quand on évoquera peut-être une équipe de Floride, potentiellement, 2 équipes de Floride, mais surtout une qui joue en rouge. Peut-être qu'il y en a qui vont plus réfléchir au seeding
et de quel côté du tableau je vais arriver que vraiment de se dire est-ce que je joue l'avantage du terrain au premier tour. Eh ben c'est parti, parlons-en de la Floride, on va les la enchaîner transition tous les est belle. deux. On va les enchaîner tous les deux en plus. On va parler du Heat dans un premier temps, une équipe qui commence à ressembler vraiment à quelque chose, qui a vraiment une bonne comment dire Dynamique. bonne dynamique. Merci Constant. Une Ouais. bonne dynamique. Tom, qu'est-ce que tu penses du Heat? Est-ce que justement il va avoir plutôt ce genre de calcul? On a l'impression qu'un peu toutes les équipes n'ont pas envie d'être du côté du tableau d'une certaine équipe qui joue en vert et qui n'est pas entraînée par Doc Rivers. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Tom? On t'entend pas, Tom. Je pense que Miami, c'est une équipe qui va jouer crânement sa chance. Hein. C'est une équipe qui revient de loin, qui va pas risquer ce qui s'est passé l'an dernier. Pour rappel, ils étaient 7e, ont perdu le premier match du play-in contre Atlanta et sont à une folie de Max Strus de pas faire les playoffs. Donc un coup de chaud de Max Strus de pas faire les playoffs. Donc je pense que globalement c'est une équipe qui va pas jouer avec le feu, sans jeu de mots, mais qui va essayer d'aller avoir le meilleur bilan possible. Là, on est dans la période où le Heat fait peur. Je pense que le Heat fait peur. Personne ne veut les prendre. Ils commencent un peu à revenir, à être au complet. Hein. Aussi, c'est aussi ça qui change, puisque c'est une équipe qui a eu pas mal de soucis, de blessures, qui a perdu pas mal de joueurs. Le coup de fouet que devait apporter du coup Terry Rozier sur le plan offensif, en tout cas, on l'a pas vu tout de suite. En tout cas, sur les matchs qu'il a joué. En plus, ensuite, il s'est blessé. Et là, il est revenu. Il a fait une belle prestation du coup sur le dernier match. Et on a petit à petit un effectif qui est vraiment plutôt solide, hein, globalement, avec des joueurs de grande taille, pas mal de joueurs polyvalents et le retour de playoff Jimmy. Oui, et puis quand on arrive à récupérer un Dylan Wright en buyout, aussi. Ce sont des choses qui sont... on a tendance à dire que le marché du buyout est rarement intéressant. Là, bon, en l'occurrence, on s'attendait plutôt à le voir partir pour un pic, peut-être un second tour en tout cas, mais récupérer en buyout, c'est vraiment extraordinaire. Constant, qu'est-ce que t'en penses toi de ce Heat? Et justement, toi tu disais, il y aura ce calcul, mais finalement, est-ce que le Heat, c'est pas la seule équipe qui s'en fiche de rencontrer les Celtics? Ils s'en foutent. Moi, ils s'en foutent. Moi, je les ai mis. Pour moi, ils terminent 4e. Ce sera l'équipe qui aura l'avantage du terrain au premier tour. Déjà parce que la dynamique est très bonne. Comme l'a dit Tom, il y a le retour de blessure. Faut quand même se rendre compte que le Heat, il me semble que c'est le nombre exact. Il me semble que je sais plus quel match c'est. Je crois que c'est contre Portland ou contre Denver. Ils sont à leur 30e starting five différent depuis le début de la saison. 30 Ouais, c'est là. 30 Ouais. Vous vous rendez compte quand même que OKC, qui est épargné par les blessures, on a utilisé 6 cette saison. C'est l'équipe qu'on a utilisé le mois. Ils sont à 30 le Heat sur 60 matchs. 5 donc, fois plus. Voilà, donc quasi un match sur deux, le starting five évolue. Il y a le retour de Jimmy Butler. Enfin, on va pas se mentir, le Heat marche bien aussi parce qu'il y a le retour de Jimmy Butler, mais enfin à un très haut niveau, parce que il y a le retour des blessures, mais fin janvier, quand tout le monde était au complet, c'est le moment où ils décident de perdre tous leurs matchs. Donc là, il y a une très grosse dynamique. Ils avaient été battre Philadelphie et Milwaukee juste avant le break. Ils ont été battre Sacramento. Ils ont perdu d'extrême justesse contre Denver. C'est incroyable. Toutes les équipes dont on parle ont perdu contre Denver depuis le retour de break. C'est pas possible. C'est étonnant. Étonnant. Non, mais toutes les équipes ont perdu et ont joué Denver depuis le break. Mais non, mais toujours est-il que Miami a fait un très beau match du côté de Denver. Mais il faut quand même parler aussi. Bon, il y a le retour de Jimmy Butler. Il y a la très très grosse saison défensive de Bam Adebayo. C'est-à-dire que il y a la rim protection, mais en plus il y a la dissuasion qui fonctionne cette année, qu'il n'avait pas forcément à ce niveau les autres années. Moi je trouve que l'association en attaque entre Duncan Robinson et Bam Adebayo, elle est excellente. Si j'étais un peu taquin, je dirais que le Heat fait pas mal de ses bonnes performances quand Tyler Hero est blessé, mais ça c'est un peu mon côté un peu taquin, on va dire. Mais même il y a au niveau des ailes, tu vois, en sortie de banc, du coup comme ils ont récupéré tout le monde, t'as Caleb Martin et Rami Racket Jr. en sortie de banc. Du coup ça fait une paire d'ailiers un peu longiligne, un peu capable de tout faire, notamment défensivement. Donc oui, le Heat actuellement ils sont sur une excellente dynamique et je pense que là, pour le coup, c'est une équipe qui a vraiment enclenché la seconde vitesse et qui peut être une équipe qui peut regarder tout le monde dans les yeux comme elle l'a fait l'an dernier en play-off, notamment dans la conférence Ouest. Et vraiment, je ne serais pas surpris si c'était eux, la dernière équipe à bénéficier de l'avantage du terrain en play-off, quitte à jouer les Celtics en demi-finale de conf. Est-ce que c'est pas la première des équipes non contender
actuellement classé comme non-contender, quoi. Et ça dépend la notion de contender. Oui, c'est ça. Du coup, on va enchaîner, on va rester en Floride et on va aller du côté du Magic. Le Magic qui fait une très belle saison avec un bon collectif, des joueurs qui se révèlent pour certains, d'autres qui confirment, d'autres qui sont un peu plus en difficulté. D'autres qui font des marchés sur des buzzer beaters. Oui. La NBA a dit que c'était pas marché. Mais également... Le GAD. Également, pas mal d'adaptations. Hein. Il y a eu l'époque, la période où Goga Bitadze a beaucoup joué lorsque Wendell Carter était blessé. Wendell Carter est revenu, il a repris la place de titulaire. Il y a beaucoup de choses de positives du côté du Magic, mais est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de saison? Constant, je te laisse parler du Magic. C'est une équipe qui surprend parce que c'est une équipe qui s'accroche, le Magic. C'est-à-dire que c'est une équipe qui... Alors, la défense élite, déjà, c'est la longueur. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de surprise, la longueur. Jonathan Isaac, quand il est pas blessé et quand il joue plus de 14 minutes par match, son niveau défensif est encore très élevé. Potentiel un peu... Ouais. Non, mais le potentiel du joueur, je veux dire, pas potentiel d'Ipoy cette saison. Oui, mais disons qu'il est un peu dans le théorème Matisse-Taibul, c'est-à-dire, mais avec encore moins de minutes. Mais c'est-à-dire que quand il est sur le parquet, il y a vraiment un niveau défensif très élevé. Mais globalement, cette équipe du Magic, elle te démontre par son banc et pas tant par son 5 majeur, avec notamment du Mo Wagner aussi qui fait une très bonne saison, notamment quand il est associé avec son frère Franz. Donc voilà, c'est une équipe qui s'accroche, qui est un peu dans le modèle d'OKC, mais contrairement à OKC, enfin dans le modèle d'OKC défensif, à savoir que c'est une équipe qui provoque beaucoup de pertes de balles chez l'adversaire, tout en concédant beaucoup de lancers. Par contre, contrairement à OKC, elle est capable de prendre un rebond défensif. Ça aide bien pour une défense, du coup, de prendre un rebond défensif. En attaque, c'est une équipe qui est en manque de talent offensif, on va dire. C'est une équipe qui prend beaucoup de tirs près du cercle, mais finalement, en termes d'adresse, elle survit via une belle saison de Jalen Suggs, par exemple, qui en termes de volume a augmenté, en termes de pourcentage a largement augmenté aussi. Un petit peu de Gary Harris quand il est pas blessé. J'aime bien ce qu'apporte sur une courte séquence Joe Ingles aussi. Je trouve que c'est un peu un stabilisateur du jeu offensif, notamment avec son playmaking, où voilà, défensivement c'est très compliqué, mais il a toujours ce rôle de connecteur que je trouve intéressant dans un effectif du Magic. On a souvent pointé le manque de qualité sur le guard play. Donc voilà, c'est une équipe qui fait avec les moyens du bord. C'est pas une équipe non plus qui va réaliser de très grosses performances en termes de victoire, c'est-à-dire qu'ils vont pas, ils vont pas battre des équipes très fortes ces derniers temps. Ils ont battu New York. Ils sont gagnés à Cleveland, mais il me semble que Donovan Mitchell était aussi absent sur ce match-là. Sinon, voilà, c'est un peu comme les Pels, ils battent les équipes qui sont censées battre. Et les bonus wins dont tu as parlé Tom tout à l'heure, il y en a pas trop en ce moment. Mais c'est une équipe sérieuse et appliquée, et c'est déjà pas mal pour une équipe aussi jeune d'être à ce niveau-là. Mais, alors je terminerai juste en disant que ça devient de plus en plus difficile de les battre chez eux. Je trouve que c'est encore le Amway Center, il me semble. Ça devient de plus en plus difficile de gagner, et là pour le coup, tu as quelques victoires avec la manière, là où à l'extérieur c'est un peu plus difficile. En fait. Tom, tu les vois terminer où ce Magic? Moi, je les vois terminer à la 7e place. Je les vois terminer à la 7e place. Je pense qu'il y a une autre équipe qui va rester devant, même si elle a des problèmes de blessure. Mais je les vois terminer à la 7e place. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a un calendrier qui est démentiel, un calendrier très facile. C'est le meilleur calendrier, entre guillemets, le calendrier le plus facile selon le strength of schedule. Et même quand on prend notre petit algorithme, là, si on prend leurs 9 prochains matchs, sur leurs 9 prochains matchs, ils ont 7 must-win et 2 matchs contre des adversaires directs. Donc, ça va être les Pacers et les Knicks. Et quand même on prend la fin de saison, on sait que la fin de saison, si on prend à partir du match 74, ils ont, à partir du match 74, ils ont 5 must-win games, un match du coup face aux Pelicans, et leur match du coup contre le top 7, entre guillemets, les matchs, les bonus games, c'est 2 matchs contre les Bucks en toute fin de saison. Donc, en gros, je pense que c'est une équipe qui, encore une fois, là, c'est une équipe qui a vraiment son destin entre ses mains, puisqu'ils ont un calendrier très facile, et surtout que ils rencontrent les équipes ils rencontrent les équipes à la bonne période. C'est-à-dire que les équipes qui tankent, quand tu les rencontres en fin de saison, si tu gagnes pas, c'est vraiment une faute professionnelle. Et parfois, les équipes qui sont très bonnes, quand tu les bats pas à la fin de saison,
parce que c'est des équipes qui sont plutôt en rodage, qui jouent pas le seeding et tout ça. Donc, là, ils ont totalement leur destin entre les mains. On pourrait peut-être penser à la 5e place aussi pour cette équipe-là, mais moi, je pense plus 6e. Je les ai mis 6e en tout cas, parce que je crois un petit peu plus aux Knicks. Moi, je les ai mis 5e. 5e. Moi, je les ai mis 5e. Je les ai mis 5e. Je pense que leur calendrier est trop simple, et en plus, sur le fait que, justement, tu as parlé du fait qu'ils allaient jouer, ils ont un calendrier simple, et en plus, leur antépénultième et leur dernier match, c'est contre Milwaukee, donc l'équipe avec le pourcentage de victoire le plus élevé leur restant d'ici la fin de saison. Et là, pour le coup, les Bucks, peut-être qu'ils seront 2, peut-être qu'ils sont 3, mais eux, je suis absolument pas surpris si c'est 2 matchs, ils les prennent un peu par-dessus la jambe. Donc je pense que vraiment leur calendrier est très simple. Et en plus de ça, ils ont un calendrier simple, et les équipes fortes du calendrier, c'est des équipes qui vont jouer chez eux et qui vont jouer à Orlando. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir New Orleans, ils vont recevoir Sacramento, ils vont recevoir Golden State, ils vont recevoir les Clippers. Et en gros, sur leurs déplacements à l'extérieur, ils vont aller à Charlotte, à Washington. Ils vont aller à Toronto, ils vont aller à Charlotte une nouvelle fois, ils vont aller à Houston. Donc oui, pour moi, il y a une vraie probabilité que le Magic termine 5e. Pas tant de par leur niveau de jeu, mais de parce qu'ils ont effectué d'ici, enfin jusqu'à maintenant au niveau du classement, et parce qu'ils ont vraiment un calendrier qui est beaucoup plus simple que le reste de leurs concurrents, en plus d'avoir aucune blessure à un groupe au complet, contrairement aux 2 équipes dont on va parler juste après. Eh ben, les équipes dont on va parler jusqu'après, on va en parler d'une tout de suite. Et vu que tout le monde monte un petit peu, j'imagine que c'est pas une bonne nouvelle pour mes Sixers. Quand on fait un petit peu le bilan justement depuis la blessure de Joel Embiid, on a affaire à une équipe quasiment de loterie. Les résultats sont assez terribles. Il y a un léger mieux très récent avec le laboratoire permanent un peu de Nick Nurse. On commence à voir Kyle Lowry, quand il coûte pas 30 millions la saison, on se rend compte que c'est quand même un bon joueur de basket, notamment lors du match face à Charlotte où il a sorti une belle prestation. Le problème, c'est que à la blessure de Embiid s'est rajoutée récemment la blessure de Melton également, qui rajoute des difficultés. Mais malgré un calendrier qui n'est pas le pire, avec notamment comment dire, beaucoup de, pas tant que ça de bonus games, excusez-moi, et surtout des confrontations directes avec ses concurrents assez rapidement, ce qui veut dire qu'après ça sera plus tranquille. Mais le niveau actuel de l'équipe ne laisse pas présager quelque chose de bon. On a vu également, lors du match face à Charlotte, l'autre changement, c'est Mo Bamba qui était titulaire et qui offre un peu plus de spacing, ce qui aide notamment Tyrese Maxey pour son accès au cercle. Donc il y a des petites choses qui se tentent, mais on est quand même sur quelque chose de compliqué pour le moment. Ça serait dur d'imaginer que l'équipe ne va pas descendre, probablement. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Il y a quand même 60% des matchs qui sont à l'extérieur aussi. C'est vrai. C'est le plus gros total de toutes les équipes dont on a parlé aujourd'hui. Vous voyez, on a parlé de Phoenix, c'est pire que Phoenix. Et je pense que toute la question restera, quand est-ce que cette équipe-là récupère Joel Embiid et est-ce qu'ils ont même la faculté d'éviter le play-in? Parce que tu es jamais à l'abri de ce genre de choses. Donc oui, comme tu as dit, il y a le net rating de l'équipe n'est pas bon depuis le 1er janvier, c'est assez catastrophique, mais c'est aussi le souci des blessures, et c'est une équipe qui, même quand tu vas récupérer Embiid, tu sais pas si tu le récupères à 100% aussi. Donc le temps de ramp up et tout ça, et surtout, ça peut... Je te coupe juste là-dessus, et surtout, sincèrement, je pense que ça n'a aucun intérêt de précipiter son retour. C'est sa 2e grosse blessure au ménisque. Il a déjà trop joué cette saison, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est blessé, à un moment donné où il avait déjà pas mal. Donc, je pense que là, à un moment donné, si tu veux avoir encore un petit peu de temps avec Embiid, il vaudrait mieux prendre son temps. Oui, et puis c'est surtout, pour moi, ils font penser aux Nets de l'an dernier, quoi. Aux Nets post-trade de Kyrie et post-trade de KD, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est encore dans la course au play-off et encore dans la course à l'avantage du terrain au premier tour parce que ton meilleur joueur a fait le travail avant, quoi. Avant de se blesser pour les Sixers, avant d'être échangé pour les Nets. Ils sont quand même en 4-12 sur les 16 derniers matchs.
4 victoires, 12 défaites. C'est un rythme de croisière d'équipe de loterie. Il me semble même que Détroit doit avoir un bilan sensiblement équivalent sur cette période-là. Donc c'est très difficile. Je pense que moi je les ai mis 8e. Je pense qu'ils vont plonger, ils vont continuer de plonger au niveau du classement. L'incertitude restant quand reviendra Joel Embiid, parce que s'il revient le 1er avril, bah, tu peux peut-être te dire qu'il peut t'aider à remporter les 6 ou 7 derniers matchs qu'il va avoir sur avril, et ça peut changer un petit peu la physionomie, mais s'il revient en avril, je pense qu'il aura des restrictions de minutes, et je pense que même du côté du management des Sixers, tu te dis, quitte à l'économiser 2 semaines, je préfère potentiellement passer par le play-in, mais au moins avoir Joel Embiid peut-être à, je sais pas, 85% au lieu de l'avoir à 75% si tu le fais revenir début avril. Donc oui, pour moi, c'est une équipe qui va se plonger au classement parce que déjà ils ont beaucoup de matchs à l'extérieur et en plus ils ont des matchs face à des concurrents directs, c'est-à-dire que ils vont se déplacer 2 fois de suite à New York, ils vont jouer Miami, ils vont aller du côté de Cleveland, ils vont rejouer Miami d'ici la fin de saison. Donc oui, à partir du moment où tu vois, vous aurez le résultat, mais là ils vont se déplacer à Dallas, je les mets pas favoris. Et même recevoir Memphis qui étrangement est une meilleure équipe à l'extérieur qu'à domicile cette saison, quand tu vois comment Memphis, même si Memphis est une mauvaise équipe, est capable d'accrocher pas mal de ses adversaires sur pas mal de matchs, tu n'es pas certain que ce soit une free win. Donc pour moi, oui, je les mets 8e parce qu'il y a enchaînement de blessures et même le niveau sans Joel Embiid est quand même assez faible. Oui, l'héliocentrisme autour d'un pivot, ça mène à ce genre de situation lorsqu'il n'est pas là, forcément, surtout quand son niveau est extraordinaire. C'est quand tu le perds, forcément, ça devient difficile. On a vu notamment le fait que son remplaçant soit un bon backup, mais un bon backup ne fait pas forcément un bon titulaire. Je pense à Paul Reed, qui a vraiment souffert depuis qu'il joue ses minutes en tant que titulaire. Et donc voilà, je suis assez d'accord avec vous. Ce qui est assez terrible, je pense que tout l'objectif, j'ai l'impression en tout cas que Daryl Morey et Nick Nurse espèrent récupérer Embiid à temps, puisque les moves de la deadline, récupérer Kyle Lowry, récupérer Bud Hield, sont dans l'idée d'imaginer avec Joel Embiid pour optimiser le plus possible ses joueurs. Donc j'imagine que c'est ça l'idée, et j'imagine que l'objectif sera de ne pas être au seeding 8, justement, d'être au seeding 7 pour éviter Boston le plus longtemps possible. Mais je ne donne pas cher de la peau des Sixers néanmoins jusqu'à cette saison, tout simplement, vu la blessure de Joel. C'est ce que je voulais évoquer aussi, c'est-à-dire que d'une part, il y a la blessure de Joel Embiid et le trade de James Harden, c'est-à-dire que je pense que Harden les Sixers aurait tenu l'équipe. Ouais. Voilà, je pense que Harden aurait tenu l'équipe plus que ce que fait Tyrese Maxey, où tu vois les limitations de Tyrese Maxey à partir du moment où tu as pu Joel Embiid pour créer autant d'espace. Je pense que Harden ça n'aurait pas été exceptionnel, mais le fait que tu perdes Harden et que au niveau de ton backcourt, t'as dit Anthony Melton qui est absent pour blessure et que là en gros c'est Kyle Lowry qui doit un peu gérer, qui a un peu ce rôle d'organisateur du côté de Philly, c'est un peu plombant. Mais je pense que t'as parlé du fait qu'il voulait éviter Boston. S'il termine 8e et qu'il retrouve Joel Embiid en santé et que t'as un play-in par exemple 7-8 Pacers-Sixers, là potentiellement je serais pas surpris que si Joel revient, Philly batte ses Pacers, termine 7e et du coup se retrouve à jouer, je sais pas, les Cavs ou les Bucks au premier tour et se retrouve de l'autre côté de tableau de Boston. C'est ça. Exactement. Tom, t'as quelque chose à rajouter sur les Sixers parce que je t'ai coupé tout à l'heure et du coup on t'a pas. Ah non, pas. Vous êtes parti sur là où j'allais, donc on peut continuer quoi. Très bien. En espérant que voilà, en gros c'est ça aussi C'est une équipe qui est un puzzle très bien assemblé, puis t'as enlevé la plus grosse pièce du puzzle, donc toutes les pièces font un peu moins sens. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Bien, il nous reste plus qu'une équipe et j'ai l'impression qu'on a été plutôt bon niveau timing, donc je suis plutôt content. On va parler des Knicks. Les Knicks, en plus, on va pouvoir en parler peut-être un peu rapidement parce que c'est peut-être l'une des équipes dont on a le plus parlé chez Dunk Hebdo cette saison. On en a pas mal parlé, plutôt en positif, mais là, ils vivent un moment un peu plus difficile avec beaucoup de blessures aussi. Tiens, Tom, justement, parle-nous des Knicks. Les Knicks, moi je suis quand même, on va dire que je suis resté attaché en fait à l'image de cette équipe avant la blessure d'Anunoby quoi, où voilà il marchait sur tout le monde et c'est vrai que depuis il y a eu des fortunes diverses et variées, mais on a vu qu'ils ont lutté quand même puisque
On a vu DiVincenzo reprendre aussi un peu de rôle offensif. On a vu Jalen Brunson toujours être aussi solide. Grosse saison de Brunson, franchement. Et même Hartenstein se révéler en tant que titulaire à la place de Mitchell Robinson. Mais voilà, malheureusement pour cette équipe, ça risque d'être court pour se maintenir en tout cas à la 5e place, parce que ça klaxonne beaucoup d'erreurs. Parce qu'à un moment donné, on parlait même des Knicks comme potentiel, au moment où les Cavs ont leurs problématiques avec Darius Garland et Evan Mobley. Deuxième. Ouais. Voilà, on parlait des Knicks en deuxième. Voilà. Et malheureusement pour eux, ils ont eu les blessures et aussi une petite baisse du niveau de jeu. Julius Randle, dont on n'a pas parlé aussi, qui est aussi très important pour la façon dont ces Knicks jouent. Et malheureusement pour eux, les blessures risquent d'avoir un peu leur peau. Sachant que Randle, on ne sait même pas s'il va revenir, on ne sait pas s'il y aura l'opération, pas d'opération et tout ça. Et s'il revient, on ne sait pas dans quel état il va revenir. On remercie les joueurs. On remercie les joueurs de faire des charges pour que tu te retrouves en l'air et du coup tu perds ton équilibre et tu te blesses comme ça, c'est dommage. Donc voilà, c'est vrai que moi je suis resté quand même amoureux de ce que l'équipe a montré. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on reverra l'équipe qu'on a vue avant la blessure de Julius Randle, tout simplement parce que je pense pas que c'est une équipe qui sera au complet d'ici la fin de la saison. Je suis d'accord avec toi, il y a un petit côté frustrant finalement. Parce que ce qu'on avait vu des Knicks avant toutes ces blessures, la baisse du niveau de jeu, c'était vraiment très excitant. C'était une équipe qu'on avait envie de voir en play-off, en pleine santé et à un bon seeding. En tout cas, de mon côté. Et on a l'impression qu'on n'aura pas le droit à ça. Constant, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je les ai mis terminés 6e déjà. Je pense que les Knicks, c'est un peu... Enfin, il y a très peu d'équipes qui... hormis Memphis. Mais il y a très peu d'équipes qui jouent sans 3 de leurs titulaires dans le starting 5. Enfin, avec 3 joueurs dans le starting 5 qui sont blessés. Parce que oui, il y a la blessure d'Anunoby, il y a la blessure de Julius Randle, mais il y a aussi la blessure de Mitchell Robinson qui remonte il y a de ça pas mal de temps. Alors oui, peut-être que Hartenstein a bien pris l'intérim et que même Precious Achiuwa montre de belles performances. Donc du coup, côté des Knicks, t'as pas trop à te plaindre, on va dire, sur la rotation intérieure. En tout cas, Mitchell Robinson te manque moins qu'un stabilisateur défensif comme OG Anunoby ou comme une potentielle arme supplémentaire au scoring et au playmaking avec Julius Randle. Mais malgré tout, c'est quand même une option supplémentaire dont Thibodeau doit se passer. En fait, les Knicks, ils sont moins bons depuis le trade pour Alec Burks et pour Bojan Bogdanovic. Ils sont en 2-8 depuis le trade. Avec des performances où déjà, Alec Burks, au niveau du temps de jeu, ça baisse, et Bojan Bogdanovic, au niveau des performances, c'est difficile, quoi. Donc, oui, c'est pas forcément... En tout cas, la mayonnaise prend pas sur ces deux joueurs-là. Moi, je les mets 6e. Je pense que... Julius Randle déjà va leur manquer, mais je pense que contrairement à Philly par exemple, c'est pas une équipe qui va s'effondrer à partir du moment où ils vont récupérer Anunoby, à partir du moment où ils vont récupérer une certaine stabilité défensive. Là, il me semble qu'il a repris le 5 contre 5 à l'entraînement Anunoby, donc son retour ne devrait pas trop tarder. 2 semaines à peu près. Voilà. 2 semaines, normalement, il devrait revenir. Son retour devrait pas trop tarder. Donc, si au niveau du calendrier, là, ils sont ils vont aller à Cleveland. Vous aurez le résultat, mais ils vont aller à Cleveland cette nuit avec une incertitude sur la disponibilité de Donovan Mitchell. Mais ensuite, ils reçoivent Atlanta, Orlando, et ils reçoivent 2 fois Philadelphie. Ils se déplacent à Portland. Et à partir de là, Anunoby reviendra. Donc, c'est des matchs qui sont largement prenables, largement à leur portée. Ouais. Je pense que quand même, malgré tout, ils seront un peu courts pour être 4e ou 5e, sachant que la dynamique en plus de ça est pas bonne, et qu'à partir du moment où leur homestand sera terminé, ils joueront beaucoup de matchs à l'extérieur. Mais je les mets 6e, et je pense que cette équipe des Knicks, c'est un peu pareil que les Sixers, dans le sens où s'ils terminent 6e, ils seront pas du côté de Boston, qui est un peu l'adversaire qui effraie un petit peu les Knicks cette saison, parce qu'au niveau des match-ups, ça s'est toujours très mal passé. Et s'ils terminent 6e, ils peuvent se dire, on va jouer Cleveland ou Milwaukee en 2e et en 3e, et avec une équipe au complet, je pense que les Knicks pourraient se sentir confiants à l'idée de battre une de ces deux équipes au premier tour. Donc, même si le seeding, ça peut être embêtant, parce qu'à un moment, on les voyait peut-être terminer 2e, mais terminer 6e, à partir du moment où ils sont au complet, c'est plus important de l'avoir, ce groupe au complet, quitte à terminer 6e, que, je sais pas, de faire 3 et d'arriver avec un Julius Randle handicapé par les blessures, comme ça a pu être le cas lors des playoffs l'an dernier. On parle beaucoup de seeding sur la conférence Est, mais je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que ça va être une chose qui va être importante et qui va
faire l'objet de beaucoup de calculs. J'imagine, on a parlé beaucoup de Boston, éviter Boston, mais il risque possiblement justement d'y avoir aussi le Heat dans la même partie de tableau, s'il termine 4 ou 5. Donc, ça serait peut-être pas mal d'être de l'autre côté pour 2 raisons. Donc effectivement, je pense que ça va partir comme ça. Toi Tom, ces Knicks, tu les vois s'effondrer plus ou un peu comme Constant, ça va rester au-dessus? Moi, je les voyais plutôt. Je les voyais plutôt. C'est vrai que. Effectivement, je pense que j'avais dit Orlando 6e, mais je pense qu'Orlando sera 5e et qu'eux seront 6e au final parce qu'il y a une trop grande différence dans le calendrier. Même si, par exemple, qu'on regarde à partir du 21 mars, qu'on regarde les matchs restants des Knicks, et en fait, ils ont la grosse partie, à part en dehors de Cleveland, là, ils ont tous leurs bonus games après le 21 mars. Et en fait, les bonus games, ça va être contre les Nuggets, OKC, Milwaukee et Boston. À ce moment de la saison, ce sont peut-être des équipes qui ne jouent plus grand-chose. Donc peut-être que tu peux avoir, même si sur le papier tu as un désavantage, peut-être que tu peux avoir l'avantage au moment T, parce que tu sais pas forcément qui va jouer et quelle sera la stratégie des équipes par rapport face au repos, des choses comme ça. Et en fait, dans cette période-là, à partir du 21 mars, le seul match contre un adversaire direct, ça va être Miami. Sinon, tout le reste, ce sont des must-win games et un match contre Sacramento qui est de l'autre côté de la conférence. Donc, ils gardent quand même leur destin entre leurs mains et je pense que c'est une équipe qui va arriver sur la fin de saison avec potentiellement une belle série. Par exemple, ils pourraient être en 8-2 ou 7-3 ou quelque chose comme ça. Oui, sachant que pourquoi j'ai mis aussi Orlando 5e et les Knicks 6e, c'est qu'Orlando a le tiebreaker sur les Knicks aussi. Oui, 3-0. C'est vrai. Et que potentiellement, si jamais ça venait à mal se passer pour le Heat, Orlando pourrait remporter la division. Ce qui serait incroyable. Et du coup, la division South-East. Et du coup, peu importe le scénario, Orlando serait favorisé face aux autres équipes parce que eux auraient remporté leur division. C'est pour ça aussi que je les mets 5e. Très bien. On a réussi à parler de 11 équipes en moins d'une heure et demie. C'est extraordinaire. Je vous félicite, les gars. Je pense qu'on a fait un bon tour. On va bientôt pouvoir parler peut-être un peu plus des contenders et puis aussi parler justement bientôt dans le 4 quarts des équipes les plus fortes. Excusez-moi, à l'approche des playoffs bientôt. Et puis, on évoquera les équipes de tout en bas un peu plus tard aussi, en essayant de faire un gros florilège de toutes les équipes justement. Quant à nous, on va se retrouver bientôt. Les gars, j'espère que ça vous a plu de passer 1h30 avec moi. Quant à nos amis qui écoutent ce podcast, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Comme d'habitude, vous connaissez la recette. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut.